All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Johnny Jasivius. C'est quoi le système d'armes 2.0 ? En gros, le système d'armes du Lumberyard était trop limité pour ce qu'il voulait faire et il se retrouvait à faire beaucoup de développement spécifique pour le moindre truc un peu hors norme. Donc ils ont développé un nouveau système qui leur permettra de base de faire plus de choses que l'ancien sans avoir à développer de code spécifique pour chaque arme. Le pistolet mitrailleur Custodian de Castac Arms en 3.1 bénéficierait déjà de ce système avec un mode de tir hybride en rafale courte et chargée, qui n'aurait pas été possible avant. C'est aussi grâce à ce nouveau système qu'ils vont pouvoir définir plus de paramètres sur le recul des armes et les composants attachables comme des compensateurs, des poignées, des silencieux, des lunettes, etc. Ce système s'étendra également aux armes pour les vaisseaux et permettra une meilleure interaction avec eux. Avant, une arme embarquée sur un vaisseau était allumée ou éteinte, en surchauffe ou pas, mais maintenant, elle aura un niveau de surchauffe et de dégâts qui dépendront de la puissance reçue du générateur du vaisseau. Deuxième question pour Thierry Heiberg, est-ce qu'on aura la possibilité de consulter le lore du jeu via des musées? Alors elle aimerait bien, mais à part la station de l'Arche dans le système Taiyak, rien n'est prévu dans ce sens-là. Par contre, on pourra consulter le lore via le Galactipédia, l'encyclopédie de l'univers de Star Citizen, via le Mobiglass et le site web de CIG. C'est techniquement en cours de fabrication chez Turbulent, et pour ce qui est du lore, c'est déjà bien avancé depuis des années. Troisième question pour Chad McKinney, est-ce que les sauts quantiques seront bloqués par les champs d'astéroïdes? Alors oui, mais il y a un gros mais pour deux raisons. D'abord, quand il s'agit de détecter des objets devant le vaisseau, la détection se fait sur une distance courte et pas sur des distances astronomiques, ce qui demanderait beaucoup trop de calculs. Et ensuite, parce que les astéroïdes sont considérés comme des entités physiques qu'à courte distance. Donc c'est quelque chose qu'ils veulent changer, mais ils savent pas encore comment. Et enfin, un gros paquet de questions pour John Pritchett, responsable de la physique de vol des vaisseaux. Quand est-ce qu'on aura une update sur les motojets? Alors avec la sortie de la 3.0, il n'y a rien qui marchait à ce niveau-là. Ils ont dû corriger plein d'autres choses et ils n'ont pas eu le temps de se concentrer là-dessus. Mais d'ici la 3.2, ou peut-être dans un patch 3.1, on recevra les correctifs sur lesquels Pritchett travaille depuis quelques mois. Le dernier point bloquant étant que le système de lévitation des motojets crache quand le serveur est trop chargé. Comment est-ce qu'il voit le système de motojet quand tout sera terminé? Il aimerait que ce soit le plus flexible possible pour les développeurs et que ce soit rapidement faisable de régler les paramètres de vol de tel ou tel motojet. Il aimerait que ce soit le plus réaliste possible avec uniquement une poussée verticale pour compenser la gravité en dessous de la motojet en se basant uniquement sur les données topographiques récoltées. Comment est-ce que les mécaniques de vol atmosphérique affectent le vol des motojets? Alors en gros, avant, le système de lévitation ne faisait que compenser la gravité et la traîner, et désormais il devrait s'en servir, et apparemment les premiers retours du PTU sont corrects. Comment les réacteurs à poussée verticale affecteront le modèle de vol en atmosphère? Alors pour les vaisseaux qui en auront, comme le Reclaimer ou le Terrapin, ça sera beaucoup plus facile de compenser la gravité et ça permettra du coup au reste des propulseurs, les propulseurs de manœuvre, de mieux faire leur boulot. Si votre vaisseau n'a pas de réacteur à poussée verticale, c'est ces petits propulseurs de manœuvre qui devront pousser vers le bas pour compenser la gravité, ce qui impliquera une usure prématurée, une surchauffe et une surconsommation de carburant. Pour finir, il est très actif sur le Spectrum, donc il est toujours prêt à recevoir des retours sur les différents modèles de vol. Le lore post de mardi présentait le 88e escadron de pilotes de l'UE. Cet escadron de pilotes a été formé en 2608 pendant la seconde guerre tévarine lorsque la marine de l'UE s'est restructurée pour mieux faire face à ce conflit qui prenait une dimension asymétrique. Classé comme un escadron de soutien, le 88e était chargé de maintenir les lignes d'approvisionnement vers les différents théâtres d'opération du conflit, tâche à laquelle ils ont excellé. Et avec les missions plus ou moins improvisées qui leur sont tombées dessus, ils sont surtout devenus connus pour être un escadron de soutien plutôt polyvalent. Ils ont tenu ce rôle pendant toute la guerre tévarine et dans le système Castra pendant toute la guerre froide Xi'an. Ils ont participé à la démilitarisation de ce système et ont ensuite été réaffectés sur Caliban 2. 70 ans après la capture du système Virgile par les Vanduul, le système Caliban commençait déjà à subir des raids de plus en plus fréquents. Tous ces raids furent repoussés, mais c'était les premiers signes annonciateurs d'une attaque de plus grande ampleur. La présence du 88e dans le système Caliban était brandie par le gouvernement de l'UE comme étant la preuve de leur prise de conscience du danger Vanduul. Mais des documents déclassifiés ont prouvé bien après que les commandants successifs du 88e se sont très souvent démenés auprès de leurs supérieurs pour que le système reçoive plus de moyens et de ressources pour assurer sa défense. Un de ses commandants, Avri Sinaga, a demandé en 2878 à être transféré dans un autre escadron si le gouvernement n'était pas capable de fournir plus. Elle l'a regretté 6 ans plus tard quand ce qui devait arriver arriva et qu'elle n'était pas aux côtés de ses frères d'armes. Le 7 juillet 2884, les pilotes du 88e et plusieurs autres des milices locales en patrouille autour de Caliban 4 repérèrent un Kingship Vanduul et toute une flotte d'invasion. Les pilotes diffusèrent des appels de détresse en sachant très bien que les renforts n'arriveraient pas avant plusieurs jours. À la vue du déséquilibre des forces en présence, le commandant du 88e décida qu'attaquer cette flotte ne servirait à rien et que l'objectif serait d'escorter le maximum de civils vers les points de saut.
Quand les renforts de l'UE arrivèrent 2 jours plus tard, toute vie humaine sur Caliban 2 avait été exterminée. La flotte sauva les quelques humains restants dans le système et se replia. Les archives de la marine restent toujours classifiées, mais si on se fie aux informations que les historiens ont pu réunir, les pertes subies par l'escadron 88 ont été parmi les pires de la marine de l'UE depuis sa création. En fait, cet escadron n'existe officiellement même plus au sein de la marine, ce qui lui a valu son surnom de Lost Squad. Jeudi, l'émission Around the Verse a fini par un épisode de Bugsmatchers, donc on va commencer par ça. Épisode de Bugsmatchers donc, où Mark Avent nous a parlé d'un bug où de temps en temps, sans raison apparente, les armes et les missiles de son Cutlass étaient détachés de son vaisseau. Normalement, l'entité parent d'une arme au niveau du réseau est censée être un point d'attache dont le parent est censé être le vaisseau. Mais visiblement, au moment de son apparition, le point d'attache n'est pas déclaré au serveur, ce qui fait que l'arme se rattache directement au vaisseau, ce qui n'est pas normal puisque une arme devrait apparaître sur un point d'attache seulement si celui-ci est déclaré auprès du serveur. Il s'est rendu compte que c'est parce que le fil d'exécution du code passait pas par le code qui était censé s'occuper de ça, mais par un autre morceau de code censé s'exécuter seulement quand la notion d'écran de chargement et d'interface graphique était activée, ce qui n'est pas censé être le cas sur un serveur dédié. Donc il a juste eu à déplacer 3 appels de méthode dans une condition s'exécutant seulement dans le cas d'un serveur dédié et ça a corrigé le bug. Mais à mon humble avis, ça serait pas surprenant que ne plus du tout appeler ces 3 méthodes dans le cadre de l'initialisation d'un serveur, ça cause des effets de bord, il a plutôt intérêt à bien tout tester. Jeudi donc, l'émission Around the Verse a commencé par nous présenter les derniers progrès du projet. Ils ont continué de travailler sur les armures Legacy des Marines et des hors-la-loi et sur les animations des nouveaux PNJ donneurs de missions ou propriétaires de boutiques. Dans les boutiques justement, ils avancent sur l'intégration des applications du Mobiglass dans les terminaux physiques. Il y aura peut-être des interfaces différentes selon chaque boutique pour les démarquer. L'équipe son continue de travailler sur les effets sonores relatifs aux différentes fonctions et phases du minage. On peut entendre différents effets pour le laser et pour la roche en cours de forage et constater que le son jouera un gros rôle dans le gameplay. Du travail a aussi été fait sur le son ambiant des hangars pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans des bibliothèques. Conjointement, l'équipe VFX avance sur les effets visuels des astéroïdes pendant le minage. Ce premier clip correspond apparemment à un forage où l'opérateur du laser a mal visé, tandis que le second correspond à un forage correct avec une explosion plus restreinte. Toujours du côté de l'équipe VFX, ils ont créé de nouveaux effets visuels sur les explosions des vaisseaux Xi'an et sur leur traînée de saut quantique. Avant, c'était fait avec des textures, mais désormais, ils utilisent un nouveau système de particules qu'ils ont développé. L'équipe en charge des vaisseaux a avancé sur la variante Warlock du Avenger et le Constellation Phoenix est entré dans sa phase artistique finale avec un soin tout particulier apporté au jacuzzi et à l'aquarium. Et ils ont aussi refait une petite retouche sur les animations d'atterrissage du Starfarer. L'équipe des assets continue d'en faire pour peupler les hangars comme la semaine dernière. Et pour les stations spatiales, c'est pareil, ils continuent d'y générer des dispositions de salles et ajustent ce que la génération procédurale a pu faire de façon incorrecte. Chris Roberts voulait d'ailleurs apparemment plus de variété dans les enseignes, donc ils sont en train d'en rajouter sur les stations spatiales, ce qui finalisera leur aspect extérieur. Et enfin, la belle image de l'émission, c'est les premiers visuels des environnements forestiers pour les planètes. Ils disent que c'est ce qu'on trouvera sur Hearthstone et ses lunes dans la 3.3, mais j'ai quand même un petit doute vu que les lunes de Hearthstone seront certainement sans atmosphère, et que Hearthstone est une décharge ultra polluée. Ensuite, l'émission nous a reparlé du Service Beacon, ce système qui permettra de créer des missions à destination des autres joueurs. Il est déjà présent dans l'Alpha 3.1, mais il devrait énormément s'étoffer dans les prochaines mises à jour. Visuellement, ça sera intégré au gestionnaire de missions et au Mobiglass, ce qui a été permis entre autres par son redimensionnement sur tout l'écran du joueur. Les notifications deviendront aussi beaucoup plus discrètes et intégrées au jeu, plutôt que de balancer une pop-up énorme sur le côté de l'écran. Ils vont également ajouter des raccourcis clavier pour rapidement voir, accepter et refuser les offres de missions qui seront diffusées. Le service Beacon intégrera un système de notation qui permettra de noter les joueurs participant à la mission et pour ces derniers, noter celui qui l'a proposé. Alors ce sera pas une seule note parce que ça serait trop réducteur, mais plusieurs sur différents sujets. Par exemple, vous pourrez être fiable pour ce qui est du transport de marchandises et mauvais pour l'escorte. Donc ça se verra sur la note et sur les statistiques. Un escorteur aura son pourcentage de précision et son ratio de kill, et le transporteur aura son temps de transport et sa vitesse moyenne par exemple. Et donc en tant que créateur de mission, vous pourrez filtrer la notation minimum que les autres joueurs devront avoir dans certaines catégories pour pouvoir recevoir votre contrat. La réputation aura du coup évidemment une incidence sur les tarifs que vous proposerez. Si vous avez une excellente note pour ce qui est du transport de marchandises, vous pourrez facturer votre prestation plus cher que les autres et c'est vers vous que seront prêts à se tourner les joueurs les plus fortunés pour accomplir une livraison. Inversement, si votre réputation est mauvaise, vous serez certainement contraint de baisser vos tarifs, et si vous êtes un joueur fauché, c'est vers ce genre de joueur à la réputation douteuse que vous devrez vous tourner à vos risques et périls. Pour l'instant, il y a seulement 2 types de missions, mais leurs prochaines étapes pour le service Beacon seront les missions d'escorte combinées au saut quantique groupé et au paiement progressif au fil des étapes de la mission. Plus tard arriveront dans l'ordre les missions d'assassinat avec la possibilité d'avoir plusieurs créateurs à l'origine de la même mission, la notion de partage de coordonnées géographiques pour les points d'intérêt, et enfin les contrats de réparation et de réapprovisionnement de carburant avec
avec les mécaniques de gameplay correspondantes. Pour l'instant, le filtrage de contrats sur le service Beacon pourra se faire seulement sur la notation, mais ce sera à l'avenir possible de limiter la diffusion de contrats aux amis et aux membres d'organisation. On peut aussi seulement spécifier un prix et un lieu, mais plus tard, on pourra définir un paiement d'une certaine part quand les joueurs auront réalisé une certaine partie du contrat. Les créateurs de contrats pourront également prévenir d'autres créateurs de contrats pour créer un contrat commun sur le même sujet. Par exemple, si une zone de l'espace est réputée dangereuse, plusieurs demandeurs d'escorte pourront se réunir sous la même bannière et faire un appel d'offres groupé pour tous arriver à bon port. Évidemment, tout ce système amènera les joueurs à se rencontrer, coopérer, et ça formera des amitiés, des rivalités, des vengeances, et ils ont hâte de voir tout ça. Un autre gros changement que le service Beacon apportera sera le fait que les PNJ pourront y participer, ce qui apportera beaucoup plus de vie dans l'univers. C'est grâce à ça qu'ils rendront plus actives certaines zones dépeuplées de joueurs, et indirectement comme ça qu'ils équilibreront l'économie en réglant les offres des PNJ et leurs tarifs. Et les PNJ pourront bien sûr noter les participants, dont les joueurs, ce qui nous mettra en compétition avec eux. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Michael Dillion, Rob Reiniger et Chad McKinney pour répondre aux questions des backers sur le service Beacon justement. Est-ce qu'il y aura des solutions pour empêcher d'éventuels abus? Par exemple, si un joueur demande une mission d'escorte dans une zone où il a préalablement monté une énorme embuscade avec des amis, il ne sera pas obligé de payer ceux qui auront participé à la mission, et ses amis pourront voler les vaisseaux des escorteurs embauchés ou les dépouiller. Quelle solution il y aura pour empêcher ça? Alors ça serait trop compliqué de prévoir tous les cas d'abus possibles et tous les empêcher, donc ils espèrent empêcher ce genre de comportement avec le système de notation. Ils espèrent aussi que le bouche à oreille entre amis et entre membres d'organisation permettra de coller une vraie réputation aux joueurs. Ils n'ont malheureusement rien dit sur ce qui serait mis en place pour empêcher des amis ou des membres d'organisation de se donner mutuellement des bonnes notes pour gonfler artificiellement leur réputation. Aura-t-on une solution pour créer facilement des missions sans passer par son Mobiglass? Plus précisément, est-ce qu'on pourra créer facilement une mission de sauvetage dans l'urgence sans avoir à cliquer sur des tas de menus pendant qu'on est sous le feu ennemi? Alors oui, c'est une idée à laquelle ils pensent, même si c'est pas une priorité. Chad McKinney a comme idée qu'on puisse créer à l'avance un patron de demande d'assistance, avec un prix, une réputation minimale et des filtres, et qu'on pourrait créer réellement cette mission grâce à une combinaison de touches sur le clavier en cas de grosse urgence. Il faudra quand même certainement payer un prix minimal non négligeable pour cet appel de détresse créé en urgence, sans quoi il y aura rapidement trop d'appels d'imposteurs qui voudront tendre des pièges, même si à terme, ils en subiront les conséquences avec une mauvaise réputation et des primes sur leur tête. Est-ce qu'on pourra payer des gens pour emmener notre vaisseau d'un endroit à un autre, en le pilotant ou en le transportant? Ils en ont discuté il y a plusieurs années, pas vraiment récemment, mais c'est certainement toujours dans le champ des possibles. Cette histoire de service Beacon, c'est cool, mais est-ce qu'on aura quand même la possibilité purement et simplement de se donner des choses entre joueurs sans devoir accomplir des missions les uns pour les autres? Oui, mais paradoxalement, c'est quelque chose qu'ils prévoient de faire après le service Beacon. Ça posera quand même quelques problématiques, car certaines ressources échangées auront une présence bien physique. Échanger des items dans un MMO conventionnel, c'est facile, c'est des icônes dans des inventaires, mais dans Star Citizen, si vous échangez 20 kg d'or contre 200 kg d'aluminium par exemple, bah y a quand même un moment où il faudra physiquement déplacer tout ça. Bon, à ce moment-là, la techno des rayons tracteurs sera peut-être déjà disponible, mais c'est une des problématiques auxquelles ils devront réfléchir. Ils devront aussi réfléchir s'ils veulent qu'on puisse être payé autrement qu'avec de l'argent, parce qu'il n'est pas impossible qu'on puisse un jour être payé en unités de minerais, en composants de vaisseaux, en munitions ou autres. Est-ce que le service Beacon pourrait être perturbé par des orages solaires, des interférences électromagnétiques, de la guerre électronique ou des tempêtes de sable? Alors Rob Reiniger aimerait beaucoup que ce soit lié au système de satellites de communication. Ça obligerait les joueurs à faire attention à la couverture réseau avant de se rendre dans une zone de l'espace. De la même façon, pour un groupe de pirates, mener un raid ou tendre une embuscade deviendrait plus simple en désactivant les satellites alentour, pour empêcher leurs victimes d'appeler les secours. Et évidemment, recevoir une notification de perte de signal satellite sur notre Mobiglass nous causerait à chaque fois une petite frayeur. C'est un peu hors sujet, mais si l'information au sens large nécessite des installations physiques pour circuler et que ces installations physiques peuvent être désactivées ou endommagées, alors ça veut dire que le transport d'informations avec un vaisseau comme le Herald sera un vrai métier et que dans certaines situations, on sera vraiment prêt à payer des joueurs pour qu'ils nous rapportent certaines informations, notamment les prix de certaines ressources dans certaines zones de l'espace où les communications ont été piratées. Encore une fois, c'est que des idées de leur part, rien de définitif, mais ça colle bien avec la vision de Chris Roberts. Est-ce qu'on pourra écrire des textes personnalisés sur les missions à destination des autres joueurs? Probablement pas, d'abord pour éviter des débordements évidents, ensuite parce que ça serait trop compliqué de gérer un système de modération automatique dans toutes les langues et parce que ça créerait une barrière linguistique entre les joueurs, et enfin parce que idéalement sur le service Beacon on n'est pas censé faire la différence entre les joueurs et les PNJ. Est-ce que les pirates auront accès au service Beacon ou est-ce qu'on pourra les filtrer? Ils auront accès au service Beacon comme tout le monde et la seule façon de ne pas leur envoyer vos offres de mission sera d'utiliser les filtres disponibles et espérer qu'ils aient pas les critères requis. Concernant les missions d'assassinat, quelles conséquences ça aura sur la criminalité des joueurs? Alors il y en aura qui seront légales concernant des criminels recherchés que vous pourrez tuer sans augmenter votre criminalité, et il y aura celles illégales commanditées par des joueurs qui augmenteront la criminalité de l'exécutant et du commanditaire si l'assassinat est repéré.
Est-ce qu'on pourra masquer son nom sur le service beacon? Ils en ont pas parlé, mais ils reconnaissent que ça pourrait être intéressant d'avoir des joueurs qui créent des missions en étant anonymes, pour pouvoir opérer dans des zones où ils sont pas censés être. Ça obligerait les joueurs à payer plus pour qu'on accepte leur mission, et ça attirerait les joueurs prêts à prendre le risque pour gagner plus. Enfin, est-ce qu'on pourra usurper l'identité de quelqu'un? C'est une idée qui a longtemps été discutée, mais pas sur le service beacon. Vendredi, CIG a publié le patch 3.1.4 visant à apporter des correctifs au modèle de vol des motojet justement, et si on se fie au premier retour, c'est plutôt bon. Samedi, CIG a mis à jour sa progression de la 3.2. Au niveau des personnages, les armures Legacy ont particulièrement avancé. Au niveau du gameplay, le minage continue sa progression stable, et ils ont commencé à améliorer la persistance des vaisseaux. Au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont commencé à améliorer les PNJ en combat au sol, et au niveau des vaisseaux, ils ont seulement avancé sur le Hurricane et la refonte de l'Avenger. C'est la fin de cette vidéo un peu plus longue que d'habitude et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.